Alors, avant 1960, évidemment, on n'a pas beaucoup de politique pour les familles. On a les allocations familiales, les mères nécessiteuses. Mais c'est pendant les années 60 qu'on entend les premières mentions du mot politique familiale. C'est le début de l'État-providence et c'est un premier ministère qui s'appelle Famille et bien-être social. Les associations familiales cherchent à se réunir pour réclamer une politique familiale et elles joignent l'Union internationale des organismes familiaux. Selon ma collègue Denise Lemieux, c'est ce qui marque le début du mouvement familial au Québec. Un mouvement de femmes commence à s'imposer à sa fondation en 1966. On se rappellera que la Fédération des femmes du Québec demande des garderies gratuites. Un nouveau conseil consultatif qui s'appelle le Conseil supérieur de la famille demande une politique familiale et le PQ l'inscrit à son programme. Avec les années 70, l'État-providence se consolide, l'assurance santé, l'aide sociale, les congés de maternité du fédéral, et les changements familiaux sont de plus en plus visibles. Baisse de la natalité, de la nuptialité, le divorce, la monoparentalité. Fin des années 70, une loi crée l'Office des services de garde à l'enfance. Sur la scène publique, d'autres mouvements sociaux que le mouvement familial sont très présents. C'est d'abord, évidemment, le mouvement des femmes qui obtiendra sa politique d'ensemble en 78. Et c'est aussi des mouvements comme les organismes populaires, vous vous rappellerez, qui installent quelques garderies dans les villes. C'est pendant les années 80 à 87 qu'on voit l'émergence d'une politique familiale explicite. Le contexte de l'EPQ au pouvoir vient de perdre son référendum et en 1982, une crise économique la plus grave depuis les années 30 provoque un fort déficit des finances publiques et une crise fiscale de l'État. Une crise fiscale, c'est-à-dire plus de chômage, plus d'aide sociale, moins de rentrée d'impôts. Ce qui provoque le dilemme suivant. Alors que la famille préoccupe davantage qu'auparavant, peut-on envisager un nouveau volet de l'État-providence pour soutenir la famille? En 1981, le mouvement familial ouvre l'action en faisant la demande d'une politique d'ensemble de la famille, comme les femmes venaient de l'obtenir. Et cela se fait au congrès à Montréal de l'Union internationale des organismes familiaux, en présence de 3 ministres péquistes. Je ne sais pas si vous y étiez, Mme Marois. Non. Quelques mois plus tard, le ministre Lazure annonce la formation d'un comité interministériel pour mettre en place une politique familiale. En 82, 2 conseils consultatifs. Les conseils consultatifs étaient importants à l'époque. Je suis très contente de les rapporter puisqu'on les a abolis maintenant. Alors, le Conseil des affaires sociales et de la famille continue de s'inquiéter de la baisse de la natalité. Vous vous rappellerez qu'en 81, Henri Pain et Lapierre Adamczyk vont publier leur enquête sous le titre « Les enfants qu'on n'a plus au Québec ». C'était très nostalgique. Mais en 1982, le Conseil ne se dit pas nataliste. Il précise sa position sur une politique familiale. Le système fiscal est injuste envers ceux qui ont charge d'enfants. Il demande une meilleure redistribution par le biais de la fiscalité, et c'est ce qu'on appelle l'équité horizontale. De son côté, le mouvement des femmes, par la voie du Conseil du statut de la femme, est ambivalent. Alors, on craint, et je cite, une politique nataliste déguisée, d'un retour vers les berceaux, vers les fourneaux. Et par la suite, le Conseil du statut de la femme, de même que la FEAS et la Fédération des femmes du Québec, se rallieront. Elles proposeront leur point de vue, elles le défendront et participeront au groupe de pression et à la consultation. En 83, le gouvernement n'ayant pas encore réagi, on était en crise, c'était difficile, Jacques Lisée, à la direction de la Fédération des unions de famille, invite à nouveau les organismes à s'intéresser à la famille et on va former le regroupement interorganisme pour une politique familiale au Québec que je vais désormais appeler le RIO.
qui va compter en 84 34 membres et 5 organismes d'appui. Ce sont des organismes familiaux, féministes, publics, parapublics, des associations syndicales, patronales et professionnelles. Encore un grand sommet, d'une certaine façon. Ce qui unit le Rio, c'est non pas le contenu de la politique, mais sa nécessité. C'est une force de pression importante et en 1984, après 3 ans, sort un livre vert pour les familles québécoises. 4, suivant. De janvier à mai, on est rendu où? 85, OK. La consultation à travers la province. Le comité qui a été nommé se compose de ceux qui ont mon âge, évidemment, et peut-être un peu plus jeunes s'en rappellent, Maurice Champagne-Gilbert et de Nicole Boily et de Christiane Bérubé. Nicole Boily et Christiane Bérubé avaient appartenu à la FFQ ou à la FEAS. On tient 13 forums régionaux avec 2070 participants. Et cette consultation révèle des conceptions différentes de la famille et de l'intervention de l'État. En 87, j'ai publié un article sur le sujet et j'avais décelé 5 orientations. Je les appelais des bannières. Les familialistes conservateurs, qui prônent la morale inchangée de l'Église sur le mariage, le divorce, la contraception, l'avortement, et qui se méfient de l'État. Deuxièmement, les familialistes libéraux, qui s'inspirent d'une morale laïque définie par les sciences humaines, et ils sont pour une famille plurielle et qui serait largement relayée par l'État. Les féministes s'inspirent aussi d'une morale laïque, une famille plurielle, mais où doit régner l'égalité des sexes, l'autonomie des personnes dans les familles. Et c'est une famille qui est reliée à un État, à l'État, pour ce qui est du soutien des enfants, mais qui ne s'ingère pas dans les domaines de la natalité et de la conjugalité. 2 autres orientations concernent des modalités d'intervention de l'État. Il y a eu les fiscalistes qui, évidemment, prônent l'équité horizontale dont je vous ai parlé par la fiscalité, et les natalistes. Ils ne sont pas très nombreux. Ils prônent des allocations à la naissance. Un premier rapport rend compte de la consultation. En 86, le comité de consultation soumet ses propres recommandations. Il y a 3 orientations. Le soutien collectif, avoir et élever des enfants, c'est un enjeu collectif que l'État doit soutenir. Est ici reconnu l'enjeu de l'équité horizontale. Toutefois, l'État doit être neutre. Il doit, vous l'avez dit tantôt, il doit soutenir sans contrôler. Deuxième orientation, on passe de la famille aux parents, parce que la famille contemporaine étant plurielle et complexe, la cible de la politique, ça devient les parents et les enfants en lien avec la famille élargie, avec l'école et avec le travail. La troisième orientation, le pari de la solidarité des sexes, ne sera pas vraiment retenu et en fin de compte, on le sait, l'État n'interviendra pas sur la conjugalité, sauf en 2002 avec l'union civile. Parmi les recommandations, il n'y a rien sur les services de garde. Elles sont vues comme sont-elles trop coûteuses. Le Conseil des affaires sociales et de la famille réagira à ce rapport dans son dernier avis en 86, et je cite, « La question de la natalité doit se retrouver au cœur d'une politique familiale. » Alors, il était pour. En 87, le Parti libéral du Québec est désormais au pouvoir. Son conseil des ministres émet un énoncé. Ce n'est pas une loi. Et Robert Duthil est nommé ministre d'État à la famille, Aubert Ouellette à la direction du secrétariat à la famille et Bernard Fortin de l'Office de la famille du diocèse de Montréal est nommé à la direction du Conseil de la famille qui remplace le Conseil des affaires sociales et de la famille. Bon. Alors, on arrive en 88 et 97. C'est donc le début d'une politique familiale explicite, avec évidemment en vedette ce que les journalistes ont appelé les primo-bébés. Et parmi les nouvelles mesures proposées, on note un crédit d'impôt qui remplace les exemptions pour enfants
et c'est un effort vers l'équité horizontale encore, et les allocations à la naissance qui seront en vigueur de 88 à 99. Alors, vous avez le tableau. En 88, un premier, un deuxième enfant, c'était 500 $. Le troisième enfant, les suivants, 3 000. En 91, on augmente le deuxième enfant à 1 000 $, le troisième à 7 500 et de 92 à 97, troisième enfant et les suivants à 8 000 $. Les réactions, on s'est beaucoup demandé pourquoi aller à l'encontre des recommandations du comité de consultation, notamment sur la natalité. Le Conseil du statut de la femme, évidemment, est le premier à désapprouver ces mesures. Qui a influencé le gouvernement? C'est une étude qui, je pense, encore à faire, à ma connaissance. Il faudrait la faire. Pendant cette période, le secrétariat à la famille présente 3 plans d'action. Le premier, qui est principalement marqué par un guide d'intervention qui s'appelait « Penser et agir famille ». Ceux qui ont œuvré dans le domaine familial s'en rappellent. Le deuxième plan met l'accent sur l'État animateur, plutôt que Providence, évidemment. Donc, sur l'importance de la concertation interministérielle. Vous vous rappelez, il y avait des personnes qui étaient répondant à la politique familiale dans les ministères et avec les acteurs du municipal, du communautaire et de l'intervention sociale. On insiste sur la prévention auprès des enfants, mais il n'y a presque rien sur la conciliation travail-famille. En 1994, 2 événements. L'ONU proclame l'année internationale de la famille et le Parti québécois prend le pouvoir alors que Pauline Marois est affectée à la famille. Et en février 1995, c'est sous sa gouverne que l'État dit animateur rassemble tous les partenaires de la famille dans la grande salle de bal du Château Frontenac. J'y étais et probablement certains d'entre vous. 6 tables sectorielles réunissent les instances gouvernementales de la famille, l'éducation, la santé, services sociaux, les organismes familiaux, les municipalités, le patronat, le milieu syndical. 371 mesures et engagements sont formulés qui feront l'objet du 3e plan d'action. Alors, cette première période prend fin en janvier 1997, alors que dans un livre blanc sont formulées les nouvelles dispositions « Les enfants au cœur de nos choix ». Alors, ici, je ne vais pas reprendre ce que Mme Marois a déjà bien dit sur cette politique et je vais passer aux réactions à ce livre blanc. Beaucoup de réactions, surtout favorables, quelques-unes moins favorables, mais dans les milieux concernés par la famille, et c'était le cas dans notre équipe de recherche en partenariat Famille en mouvance, où siégeait le secrétariat, le conseil de la famille, ainsi que des organismes communautaires familles. Dans ces milieux, donc, ce fut d'abord la surprise. Ils n'avaient pas vraiment participé. Je vous aurais donné les signatures. Ça venait d'ailleurs, et je vais vous en reparler un peu plus loin. Il y avait de quoi se surprendre. Comment pouvait-on passer d'une politique nataliste à une politique sociodémocrate généreuse? En d'autres termes, de la qualité d'enfants à mettre de la quantité d'enfants à mettre au monde à la qualité de vie qu'il faut prévoir pour eux. Puis sont venues les questions. Que s'est-il passé pour que surviennent de tels changements? S'agit-il seulement de l'arrivée au pouvoir d'un autre parti? Dans la courte histoire des politiques familiales au Québec, pouvait-on qualifier ce livre blanc d'un retournement ou d'une évolution qui était prévisible? C'est la question que je m'étais posée dans un article que j'avais publié en 2000. Pour ce colloque, j'ai réexaminé la question. Pour mieux comprendre, je suis retournée aux années 80-97 et, à mon avis, plusieurs éléments de contexte ont influé sur cette nouvelle politique. Alors, le premier élément de contexte, c'est que la politique nataliste s'est avérée peu efficace et obsolète. En 1996, donc, suite à une demande du vérificateur général, le secrétariat à la famille doit évaluer les allocations à la naissance. Il s'avère qu'il y a eu une remontée du taux des naissances entre 88 et 90. Après 90, c'est la stabilité, puis un retour au taux de 88. Seules les naissances de rang 3
et les suivants ont augmenté. Et les naissances de rang 1 ont même baissé de 7 %. Par ailleurs, à la fin du 20e siècle, les politiques natalistes sont devenues obsolètes en Occident. En France et en Suède, par exemple, on parle plutôt de politique de l'enfance. C'était un premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte. Depuis 1992, la conjoncture économique, pour ce qui est de l'état des finances publiques, est très difficile au Québec. En 1993, je ne sais pas si vous avez dû le voir dans le Devoir de mars dernier, la province connaît un déficit de 5 milliards, ce qui entraîne une baisse de sa cote de crédit, et que le Conseil des ministres du Parti libéral avait pensé fermer le gouvernement pendant 2 semaines, ce qu'ils n'ont pas fait. En 1994, le gouvernement libéral fédéral nouvellement élu corrige son déficit budgétaire. Alors, le fédéral agit là, à ce moment-là, notamment au détriment des provinces. Il établit un nouveau programme de transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Et pour les provinces, j'ai été voir sur Internet, entre 1996 et 1997, c'était une réduction de 5 à 7 milliards de dollars par année pour les provinces. Ce qui voulait dire un peu moins de 2 milliards chaque année pour le Québec. Et la même année, il réforme l'assurance chômage, restreint l'accès au programme, diminue les taux de couverture et la durée des prestations, donc plus d'aide sociale pour les provinces. Troisième élément de contexte, des jeunes mères de famille de plus en plus actives. D'abord, un tableau très significatif. Alors, en 1976, 30 % des mères dont un jeune enfant moins de 6 ans sont actives. En 1986, 58 et en 1996, 66. Donc, en 1996, depuis 20 ans, le taux d'activité des mères de jeunes enfants a plus que doublé. Il est passé de 30 à 66 %. C'est énorme. C'est d'autant plus problématique que les services de garde sont nettement insuffisants. Le Conseil du statut de la femme le rappelle à plusieurs reprises. Le Conseil de la famille formule un avis accablant en 1993. C'est sur cette question qu'en 1995, la Fédération des femmes du Québec organise la Grande Marche du pain et des roses pour réclamer un meilleur accès pour les femmes à tout le marché du travail ainsi qu'à des places de garderie, et ce, pour enrayer la très cachée pauvreté des femmes. Quatrième élément de contexte, on observe une préoccupation accrue pour l'enfance. On se rappellera que l'ONU proclame une convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée par le Québec et le Canada en 1991 et 1992. Et par la suite, dans plusieurs ministères et organismes gouvernementaux, on observe une préoccupation très nette pour la petite enfance et pour des interventions de prévention auprès d'eux. Je vais vous donner quelques exemples. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, les rapports d'experts, dont celui de Bouchard, le rapport Bouchard, Un Québec fou de ses enfants, mais aussi le rapport Harvey, rapport Junot sur la protection de la jeunesse. En 1993, un important programme de périnatalité et de stimulation précoce est mis en place dans les CLSC. Deuxième exemple, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, la réforme de 1996, qui prétend, vous en rappellerez, sortir les enfants de l'aide sociale, propose une allocation plus généreuse pour ces enfants qui sera reprise dans les nouvelles dispositions. On en a parlé tantôt. Troisième exemple, depuis l'arrivée des maternelles, le ministère de l'Éducation et l'Office des services de garde se partagent la même population, la petite enfance. Et là aussi, Mme Marois en a parlé, les États généraux de l'éducation qui font consensus et le Conseil supérieur de l'éducation en 1996 qui formule un avis qui dit on veut des services de garde universels et gratuits. Et puis, il faut les mettre en place. Et puis, on parle même de prévention primaire et d'égalisation des chances dans cet avis du Conseil supérieur de l'éducation. Et j'ai sauté une page, je pense. Oui, un cinquième élément de contexte. La Commission sur l'avenir du Québec, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais en février et mars 1995, le gouvernement péquiste mène une consultation à travers la province. 200 mémoires sont déposées et 81 font référence à la famille et aux politiques familiales, ce qui étonne au gouvernement.
Selon un mémoire de maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval, rédigé par Anne-Marie Trudel, en 1996, Lucien Bouchard, devenu premier ministre, aurait confié le dossier des politiques familiales au comité des priorités de son conseil exécutif. Ce dossier aurait ensuite été acheminé au secrétariat au sommet sur l'économie et l'emploi avec cette remarque, je cite, « Il est important de réviser en profondeur les nombreux programmes disparates d'aide à la famille afin de mettre en place une véritable politique familiale. » Donc, intervient donc le dernier et sixième élément de contexte, le sommet sur l'économie et l'emploi de 1996. Bon, on le sait, les finances de la province sont en mauvais état. Le PQ n'a pas le choix à cet égard de faire bonne figure jusqu'au référendum de 1995 et de taire peut-être les problèmes économiques de la province. En 1996, Lucien Bouchard annonce aux Québécois que le Québec doit réduire dramatiquement son train de vie. Bon. Et en novembre 1996, le sommet est convoqué. Je vous rappelle qui y participe, outre le gouvernement, les centrales syndicales, les associations patronales, les groupes communautaires et les associations municipales. L'objectif, atteindre le déficit zéro en 2000. Parmi les textes du sommet, une section met en évidence, c'est un peu ce que Mme Marois vous a dit, mais peut-être que je peux le donner un peu plus, la répercussion qu'aurait sur l'emploi un système de garde à prix modique. 5 objectifs sont présentés et les 2 premiers, vous les avez ici, faciliter la conciliation famille-emploi et offrir à prix accessible de meilleurs services, ces 2 objectifs seront repris presque tels quels dans les nouvelles dispositions de 97. Et les 3 autres objectifs laissent voir, et c'est très intéressant, le sous-entendu économique de cette offre de garderie à prix modique pour réduire la crise fiscale de l'État et son déficit public. Alors, c'était inciter au travail les prestataires d'aide sociale avec enfants et les travailleurs à faible revenu, favoriser la croissance de l'économie sociale dans un secteur d'activité très important, réduire le travail au noir dans un secteur, vous en avez parlé aussi, où il est très présent. Et ici, il y avait une note en bas de page qui disait que la garde au noir venait tout de suite après la rénovation domiciliaire et la vente de cigarettes. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait du terrain à Saint-Henri, à Hochelaga-Maisonneuve, à Centre-Sud, et il y avait beaucoup, avant 97, et il y avait beaucoup de garde au noir. 2 mois après le sommet, donc, c'est tout de suite 2 mois, apparaissait la politique les enfants au cœur de nos choix. Donc, je conclus. J'espère que je ne prends pas trop de temps. Comme je le disais précédemment, en 2000, par rapport aux politiques familiales précédentes, je posais la question, est-ce un retournement ou cette évolution était-elle prévisible? En réalité, il y avait un peu des deux, comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, cette analyse pertinente à l'époque ne m'apparaît pas la seule façon de résumer la nature et l'impact de ces nouvelles dispositions. Ce qui me frappe aujourd'hui, avec le recul, c'est qu'au moment où la province devait s'attaquer à un fort déficit public, le gouvernement ait choisi pour les familles une politique ambitieuse et généreuse, même si elle paraissait alors très coûteuse. D'ailleurs, l'a-t-elle été autant que certains l'ont dit, si coûteuse? Je pense que vous pourrez en discuter là aujourd'hui. Donc, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que c'était un pari audacieux. Je m'explique. C'était d'abord un pari, au sens d'un engagement qui comporte des risques, d'un engagement qu'au départ, on n'est pas certain d'en sortir tout à fait gagnant. Et quel était ce pari? En fonction des 3 objectifs poursuivis, c'était 1, miser sur la conciliation famille-emploi. Donc, en réalité, quand on misait sur la conciliation, on misait sur les femmes et sur les mères comme travailleuses. Les aider à gagner leur vie et leur indépendance financière. Et ce, tout en soutenant les 2 parents après la naissance des enfants. Deuxièmement, c'était miser sur des services éducatifs de qualité qui assurent le développement et l'avenir des enfants et qui leur permettent d'atteindre le système scolaire avec une meilleure égalité des chances. Et troisièmement, c'était miser sur une réelle amélioration du bien-être des enfants des familles à faible revenu.
Et pourquoi est-ce un pari? Bon, une politique, évidemment, c'est jamais coulé dans le béton, dans la succession des partis au pouvoir. Chaque politique est un pari. Elle peut être transformée ou même abolie parfois. Deuxièmement, dans un contexte de déficit de finances publiques, le gouvernement aurait pu faire d'autres choix. Voici deux exemples tirés de deux pays qui sont souvent des modèles pour le Québec. En Suède, en 1993, devant la nécessité d'assainir le budget de l'État, on a fait des coupes sévères dans les prestations d'assurance parentale, d'allocation pour les enfants. En France, au tournant des années 80-90, plutôt que d'améliorer les crèches existantes, on a choisi des modes de garde plus individualisés et moins coûteux. Le programme AGED, allocation de garde de l'enfant à domicile, et le programme AFEMA, qui était l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Au Québec, en 1997, on n'a pas choisi ces voies pour assainir les finances publiques. C'était non seulement un pari, mais un pari audacieux, qui est presque un pléonasme, parce qu'un pari, c'est toujours un peu audacieux. Audacieux, puisqu'aucune autre province canadienne n'est arrivée depuis 21 ans à se donner des services de garde éducatifs à prix modique. La Colombie-Britannique a tenté de le faire, mais sans vraiment réussir. Bon, le Parti libéral de l'Ontario le promet actuellement. Sera-t-il élu? Il y a aussi une promesse du fédéral, mais on ne compte plus les fois où de tels services ont été promis au Canada, que ce soit dans les provinces ou au fédéral. Audacieux ce pari parce que certains craignaient que l'emploi des mères de jeunes enfants n'entraîne une baisse des naissances. C'est le contraire qui s'est produit. Malgré l'augmentation importante des taux d'activité des mères de jeunes enfants, on a eu un mini baby boom. Bon, qui peut aussi être relié à l'arrivée de l'assurance parentale, évidemment. Ainsi, entre 2006 et 2015, on a atteint un taux synthétique de fécondité de plus de 1,6 enfants par femme. C'est un taux qui n'avait pas été atteint depuis les années 70. Audacieux aussi ce pari parce qu'on peut bien se le dire entre nous, il y avait et il y a encore des résistances masculines à soutenir l'accès des femmes à l'emploi et surtout à leur autonomie financière. Enfin, pour reprendre des exemples historiques, ici j'ai été dans le devoir d'hier matin un peu précédée dans ma comparaison, vous allez comprendre. J'irais jusqu'à dire que ces enfants au cœur de nos choix est une politique qui peut être comparée à la création de l'Hydro-Québec, qui, pour d'autres raisons, dans les années 60, était un pari audacieux pour être maître chez nous. C'est le sens de ce colloque de réfléchir au bilan de cette politique. Depuis 2 décennies, où en est-il ce pari? Qu'est-ce qui a été gagnant? Qu'est-ce qui a été perdant? Qu'est-ce qui est en train de faillir? Je vous remercie et bonne discussion.